code renferme certains atouts, même si à côté, il y a beaucoup de lacunes, de faiblesses que ce code dégage. Et d'abord, au niveau des atouts, j'ai pu montrer que ce code, par exemple, consacre le caractère universel du suffrage, c'est-à-dire tout Burundais a le droit de vote, hein. Il suffit d'avoir 21 ans et de jouir des droits civils et politiques, généralement. Normalement, tout Burundais a le droit de participer au vote. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le code consacre, par exemple, l'égalité des candidats au moment de la campagne électorale. Le code prévoit que, par exemple, pour des affiches pour les candidats, ces affiches doivent être prévues à nombre égal pour tous les candidats en compétition. Le code prévoit également que normalement les candidats doivent avoir accès aux médias publics et enjoint le CNC à ce que le CNC veille à l'égal accès de ces candidats à ces médias publics. L'autre atout, ça concerne le contrôle de tout le processus électoral par les candidats. Et ces candidats ont le droit de contrôler tout le processus par le biais des mandataires. Le code prévoit qu'en principe, sur chaque bureau de vote, il doit y avoir de façon permanente et obligatoire d'ailleurs des mandataires, des candidats des partis politiques, des coalitions des partis politiques et même des indépendants. Et ces mandataires doivent suivre tout le processus et même émettre des observations s'il trouvait qu'il y a des inquiétudes au niveau du déroulement. Et ces observations doivent être consignées dans un procès verbal et les résultats des élections doivent être également signés par les mandataires. Et même le code prévoit qu'un exemplaire du PV doit être remis à ces mandataires. Cela montre que le code associe étroitement les candidats des partis politiques ou des coalitions ou des indépendants au déroulement du processus. Enfin, le code prévoit que s'il y a des inquiétudes au niveau du déroulement ou si on n'est pas d'accord sur la façon dont les élections se sont déroulées, on a le droit de recours. Recours au niveau de la CENI et recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout ça, ce sont des atouts. Si on relit le code, on peut les remarquer d'emblée. Mais il y a un bémol, puisque ces atouts-là, pour qu'ils puissent produire des effets positifs, il faut qu'il y ait des organes chargés de les mettre en application qui soient de nature à refléter la neutralité ou l'impartialité ou l'indépendance. C'est le cas principalement de la CENI, puisque c'est la CENI qui joue un rôle essentiel au niveau du déroulement des élections. Or, pour que un organe comme la CENI, qui est chargé bien, euh, euh, de bien conduire les élections, les fasse de façon que ce soit consensuel, normalement, il faut que cet organe-là soit composé par des personnes indépendantes, neutres. Mais le problème, c'est que si on regarde la composition actuelle de la CENI, il n'y a pas cette indépendance, cette neutralité, puisque c'est déjà documenté. Et la CENI est composée par les membres des partis politiques et de façon criante par les membres du parti au pouvoir. Donc, cela montre que la CENI n'est pas, manque de cette indépendance-là, que ce soit au niveau national
et ça se reflète également au niveau de ses démembrements. C'est le cas également de la Cour constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle, c'est un organe de recours. Or, on sait que au niveau du pays, c'est déjà documenté également. La justice est loin d'être indépendante. C'est le cas également de la Cour constitutionnelle. Donc, même si ces atouts sont là, ces atouts risquent d'être vains à cause de ces organes-là chargés de les appliquer qui manquent d'indépendance. Ça, c'est au niveau des atouts et le bémol qu'on peut également montrer. Mais plus fondamentalement, c'est que ce code également renferme beaucoup d'insuffisances, de lacunes ou de faiblesses, puisque le code regorge de beaucoup de dispositions qui sont soit discriminatoires ou qui soit prévoient des restrictions déraisonnables à l'exercice du droit de vote, alors que cela est contraire aux textes internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Burundi, comme par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, je peux donner des exemples. Premièrement, même si j'ai dit que parmi les atouts, il y a le caractère universel du droit de vote, il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit de vote, alors que cela est difficilement compréhensible. C'est le cas des détenus préventifs, c'est-à-dire les personnes qui sont accusées par les de crimes et de délits et qui sont emprisonnés en détention, mais en attendant le jugement. Normalement, ces personnes-là jouissent de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Alors, les personnes qui jouissent de la présomption d'innocence, normalement, rien ne devrait les empêcher de pouvoir voter. Mais le code actuel n'accepte pas que les détenus préventifs puissent voter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des personnes qui sont citoyens burundais, mais qui n'ont pas le droit d'éligibilité, en tout cas pour certains postes, généralement pour le poste de président et pour le poste de député. Puisque pour le poste de président, le code prévoit, et dans le CIA de la Constitution de 2018, qu'il faut avoir la nationalité burundaise uniquement et d'origine. Ça a une implication. Cela signifie que si vous êtes, par exemple, un Burundais naturalisé, vous n'avez pas le droit de se faire élire au poste de président de la République. Ou si vous êtes même un Burundais, mais qui a d'autres nationalités. Alors que le Burundi reconnaît la possibilité d'avoir plusieurs nationalités. Les Burundais naturalisés, les Burundais de double nationalité ne peuvent pas se faire élire au poste de président de la République. Ça, c'est une discrimination. Alors que normalement, la loi ou la constitution prévoit que tous les Burundais sont égaux, sans distinction. Mais comme vous le voyez, il y a certains Burundais qui ne peuvent pas prétendre à être élus au poste de président de la République, au poste de député. Ça, c'est un problème qui montre que le code exclut certaines catégories de Burundais dans l'exercice des droits politiques. L'autre exemple, ça concerne, comment dire, les cautions qui sont demandées pour être candidat à certains postes. Par exemple, pour le poste de président de la République, le code de 2024 prévoit une caution de 100 millions de francs. Or, 100 millions de francs, dans le contexte de pauvreté actuelle du Burundi, c'est des sommes tellement rédhibitoires qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas même rêver qu'un jour ils puissent prétendre être président de la République. Hein? Donc, ça, déjà, c'est une caution qui a été mise en place comme un obstacle
pour certaines personnes, les pauvres, même d'autres, puisque ça sera vraiment difficile de réunir cette somme-là. Alors que normalement, tout Burundais devrait, même les pauvres, devraient rêver qu'un jour ils puissent être président de la République, pourquoi pas. Ça ne doit pas normalement être une question d'argent pour prétendre être un président de la République ou diriger le pays. Autre chose, ça concerne les indépendants. Il y a des personnes qui n'appartiennent pas au parti politique qu'on appelle les indépendants. Si on regarde très bien, on trouve que ces personnes-là, il est difficile d'abord d'être candidat, ou si, même s'ils sont candidats, il est difficile de siéger comme des élus. Premièrement, la notion même de candidature indépendante est problématique, puisque contrairement au code antérieur, le code de 2024, dans le sillage de la Constitution de 2018, a ajouté des conditions supplémentaires qui n'existaient pas avant, puisque avant, dans le code, par exemple, dans le code de 2014, un indépendant était une personne qui, au moment de déposer sa candidature, n'appartenait pas à un parti politique. Mais aujourd'hui, on a ajouté que est considéré comme indépendant toute personne qui ne se réclame pas d'un parti politique depuis au moins une année. Et si cette personne était un dirigeant ou était membre d'un organe, d'un parti politique, lui, il lui faut 2 ans de plus pour montrer qu'il puisse être candidat en tant qu'indépendant. Tout cela dans un contexte que nous connaissons burundais, où généralement le pouvoir s'ingère dans le fonctionnement des partis politiques. Une telle définition, c'est une véritable épée de Damoclès au-dessus des têtes des acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition. Puisqu'il suffit qu'on instrumentalise ou en tout cas on provoque soit la radiation lorsqu'on était dirigeant ou voilà, dans un parti politique pour qu'on perd la possibilité d'être candidat. Puisqu'il suffit de le faire à la veille des élections, cette personne-là, si on estime que c'est quelqu'un qui est susceptible de menacer électoralement, par exemple, le parti au pouvoir, il suffit d'organiser sa radiation à la veille des élections pour que cette personne-là perde la possibilité d'être candidat aux élections. Ça, c'est un problème. Par ailleurs, même si on parvient à être même indépendant, le code prévoit des conditions pour être considéré comme élu qui sont vraiment déraisonnables. Puisque pour considérer comme élu en tant qu'indépendant, on vous demande de réunir au niveau de la circonscription au moins 40% des suffrages au niveau de la circonscription. Alors que vous êtes une seule personne, puisque un indépendant se présente à titre individuel. Tout cela montre que le code n'est pas de nature à permettre à des personnes qui n'appartiennent pas dans le système des partis politiques de pouvoir jouir de leurs droits d'éligibilité.